Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve pour un update lecture. Cette vidéo va être un peu particulière parce que parmi les updates lecture que j'ai à vous présenter, il y a 2 romans graphiques et un roman de développement personnel, donc je vais être assez vague dessus. Le premier roman graphique dont je veux vous parler, il s'agit de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, illustré par Tony et Muriot, que Cheyenne m'a offert dans le swap que nous avions fait sur le thème d'Alice in Wonderland. Alors, ça fait un petit moment que je voulais le lire et je m'y suis enfin mise donc, le week-end dernier. Déjà, quelque chose qui me fait sourire à chaque fois que je l'ouvre, c'est la petite dédicace que Cheyenne a réussi à m'obtenir de l'illustrateur. Donc le petit dédicace et le dessin, l'illustration qu'il m'a fait, et c'est juste magnifique. Vous connaissez tous l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, je ne vais pas revenir dessus. Ce que j'aime particulièrement dans ce livre-là, c'est qu'en fait Tony Muriot a repris le texte de Lewis Carroll et l'a tourné en ridicule, encore plus en fait déjà que l'histoire, encore plus que l'histoire originale. Déjà il y a aussi les illustrations qui sont un vrai bonus et il y a beaucoup de petits clins d'œil, de petits plus qui sont apportés à l'histoire. Par exemple le tout premier chapitre dans le terrier du lapin blanc, il nous dit donc pour la lecture de ce chapitre en fond musical je recommande chaudement l'écoute de Follow the White Rabbit par Yaron Herman qui fait des petites annotations juste ici. Il y a des badges qui sont excellents, il y a marqué invalidé par sa majesté la reine de cœur. Enfin, il y a plein de petites illustrations, de petites choses un peu comiques. Par exemple, attention, passage de lapin en retard. Il a vraiment pris tous les éléments qu'il pouvait de l'histoire, tous les symboles en fait d'Alice au Pays des Merveilles. Il les a repris et il les a tournés en ridicule. Il a beaucoup travaillé dessus. Notamment, je vous montre aussi quelques illustrations. C'est les mêmes en fait que je vous ai montré sur mon Instagram pendant que je lisais. Mais j'ai vraiment pris plaisir à redécouvrir Alice sous le regard de Tony Muriot. Il y a 2-3 trucs, les illustrations, ce genre d'illustrations, il y en a certaines qui me plaisent pas forcément parce que, par exemple, ce que je n'aime pas moi dans les illustrations, je vous montre le Chapelier Fou, c'est qu'en fait on a une sorte de collage avec une vraie bouche, vous savez, d'une personne et après il y a l'illustration vraiment genre dessin. Et moi c'est ce genre de mélange que je n'aime pas forcément dans les illustrations qu'on peut retrouver dans des livres. Mais sinon voilà, en lui-même le livre il est juste magnifique. Les illustrations c'est un pur bonheur de retrouver tous les petits clins d'œil à l'histoire, même tous les faits en fait qu'on retrouve dans le texte original. Tony Muriot, on sent qu'il a vraiment fait beaucoup de recherches sur le travail de Charles Dodgson, sur comment l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles est née. D'ailleurs il a fait une petite comptine au début, pas une comptine mais il a fait donc une sorte de poème au début. Il me semble que c'est le poème original de... Oui, c'est le poème que Lewis Carroll a écrit pour la toute première édition d'Alice au Pays des Merveilles, voilà. Et en fait, ça raconte comment l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles est née. Donc c'était que Lewis Carroll était le précepteur, il me semble, de la famille Liddell, ou un ami, je ne sais plus très bien. Et il accompagnait souvent les jeunes filles Liddell dans des balades, voilà, sur la rivière, tout ça. Et durant une balade, en fait, il va leur raconter une histoire dont Alice était le personnage principal. Voilà, donc il revient sur beaucoup de faits qu'on connaît de l'histoire et d'autres faits qui sont un peu plus méconnus. Donc j'aime beaucoup. Il joue beaucoup sur la traduction, sur la façon dont les mots ont été traduits dans la langue française. Voilà, il y a certains mots, certains termes anglais qui n'existent pas nous dans notre langue, certaines traductions, et il a fait au mieux et je trouve ça vraiment... C'est un pur plaisir de le découvrir comme ça. Donc je pense que je me le relirai ce roman-là parce que c'est vrai que j'ai été assez rapide, donc je ferais bien de me relire plus en profondeur. Mais en tout cas, si vous connaissez pas Tony Muriot, je sais qu'il a fait beaucoup d'autres histoires comme ça un peu tournées en ridicule. J'ai pas les titres en tête, je suis désolée, mais du coup son roman Alice au Pays des Merveilles, je vous le conseille parce que c'est un petit bijou. Le second roman graphique dont je vais vous parler, il traîne dans ma palle depuis la première année des Utopiales auxquelles j'ai participé. Il s'agit du cabinet du Dr Black c'est de E.B. Hutspeth. Oula. Voilà, ici. Alors ce cabinet, un peu étrange, là on est vraiment dans quelque chose de plus sombre. Alors c'est tiré en fait des écrits des recherches d'un médecin, donc le Dr Black, qui a réellement existé et c'est un personnage qui est
qui a été accusé de, voilà, de pillage de tombes, d'avoir fait des expériences un peu étranges. Et il est réel, donc on a toute son histoire au début, sa vie en fait, au début donc, de ce livre graphique. Et j'ai pas lu la vie de Dr Spencer Black, je me suis du coup plus intéressée donc au côté à toutes ces recherches qui nous sont données. Et donc lui, il a essayé d'aller chercher donc toutes les créatures, on va dire, qu'il y a dans les bestiaires, les créatures fantastiques. Et il a mis en avant des recherches comme quoi voilà, il avait trouvé des spécimens et il les avait étudiés, tout ça, il avait fait des plans, il avait fait des croquis de leur anatomie, de leur squelette, tout ça. Et donc on a ces recherches dans ce roman graphique. Donc je lirai bien sûr la vie de Dr Spencer Black, c'est juste que du coup je voulais plus lire toutes les créatures, tout ça qu'il a fait. Je vais essayer d'aller au début de son cabinet pour vous montrer. Et donc il a fait, donc c'est le codex, voilà, je vais vous montrer comme ça, il a fait le Codex Extincta Animalia, c'est l'étude des espèces moins connues du règne animal. Voilà. Le côté un peu étrange de ce roman, c'est qu'en fait ce codex a été publié à l'époque sous seulement 5 exemplaires. Après ça, le docteur Spencer Black en fait a disparu, il a arrêté la production et il est parti. On ne sait pas du tout où il est allé et on sait voilà, qu'il n'y a que 5 exemplaires. Il y a beaucoup de ces recherches qui ont atterri chez des collectionneurs, chez des antiquaires. Il y a beaucoup de ces créations entre guillemets, en tout cas des spécimens qui sont sans doute encore chez des collectionneurs, tout ça, qui sont un peu dans des coins perdus. Et donc c'est tous ceux qui ont fait ce roman en fait se sont intéressés, ils ont repris toutes leurs recherches, ils ont vraiment cherché un peu du côté de sa vie, de comment il avait pu découvrir certaines choses, tout ce qu'il avait fait en fait, tous ses travaux. Et ça a été aussi un peu facile parce qu'en fait l'un des codex était au British Museum, si je dis pas de bêtises. En tout cas il était dans un musée en Angleterre et du coup ils ont pu... Voilà. L'ouvrage ne fut jamais diffusé, le Museum of Medical Antiquities de Philadelphie possède l'unique exemplaire connu. Voilà, je disais des bêtises, c'était pas du tout en Angleterre. Voilà, je vais arrêter pour tout le blabla et tout ça et je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Le premier, par exemple, la première créature dont Spencer Black nous parle, il s'agit du Sphinx, que voici. Et en fait, le livre, il se présente comme ça. C'est que vous avez à chaque fois une créature avec son nom, les noms scientifiques. Et ensuite, vous avez donc des petites notes, juste là. Et vous avez son squelette ensuite, avec tous les mots vraiment... voilà, l'os scaphoïde, le premier doigt, la phalange. Enfin, il nous donne tous les termes scientifiques. Et après, voilà, il y a plus de détails. Donc, je vous montre juste pour le sphinx. Voilà. Et à chaque fois, vraiment, on a toutes les phases de l'animal. C'est extrêmement bien détaillé, c'est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Je vous montre rapidement les autres, mais pas dans les détails. Donc, on a la sirène, ensuite. Bon après, voilà, on y croit ou on n'y croit pas, hein, c'est libre à tous. On a également le satyre. Bon, le docteur Spencer Black, vous vous doutez que dans le livre, ils nous le disent aussi, il a été accusé d'avoir fait des expériences sur des animaux et des humains, d'avoir fait voilà, des assemblages, d'avoir vraiment fait certaines expériences très, très lourdes pour l'époque. Donc on a également le Minotaure. Il y a une créature que j'ai été étonnée de voir dans ce roman, il s'agit de Ganesh, qui est un dieu indien, et je connaissais pas du tout la légende liée en fait à Ganesh, donc pour vous en dire une, parce qu'en fait voilà, on va faire ce qu'on va faire. Donc il y a Ganesh et je vais vous lire la petite histoire qui est à côté, parce que moi je ne savais pas du tout donc tout le mythe qui était lié à Ganesh, et du coup ça m'a appris certaines choses. Donc, de nombreuses légendes intéressantes gravitent autour de l'origine de Ganesh. Selon l'une d'elles, la déesse Parvati se servit des cendres pour concevoir un garçon qui la protégerait pendant qu'elle prenait son bain. Son époux, Shiva, trouvant un étranger à la porte des quartiers de sa femme, attaqua le jeune garçon et le décapita. Lorsqu'il apprit que l'enfant était en fait celui de Parvati, Shiva le ressuscita et lui donna une tête d'éléphant, faisant de lui un meneur. Voilà, donc moi je connaissais pas du tout cette légende de Ganesh. C'est vrai que la mythologie indienne, c'est pas l'une des mythologies auxquelles je m'intéresse. C'est plus du côté, moi ce serait plus égyptien et nordique, et également romaine et grecque. Il y a une autre animal qu'on connaît tous, une chimère, voilà. Sur Instagram, il y en a beaucoup qui l'avaient confondu avec Cerbère, qui vient juste après d'ailleurs. Que voici. Et
Ensuite on a un autre animal qu'on connaît tous, Pégase. Donc c'est vraiment aléatoire en fait. Dans le cabinet du docteur Spencer Black, on a de tout. On a de la mythologie nordique, on a de la mythologie grecque, de la mythologie asiatique avec le dragon. On a vraiment beaucoup de choses qui nous sont données. Et pour finir, donc la dernière créature que là beaucoup de personnes ont eu du mal à trouver. Ah non, c'est pas la dernière créature. Il y a également le centaure. Et la dernière, que là du coup vous avez eu plus de mal, il s'agissait de l'harpie. Donc j'espère que certains d'entre vous qui étaient sur Instagram ont répondu donc, aux questions que je vous avais mis en même temps que je lisais. Vous verrez, donc c'était l'harpie en dernier, c'est vrai que je ne l'ai pas remis après. Et voilà, et en fait ça se termine comme ça, et on sait que c'est pas toutes ces recherches, on sait qu'il y en a d'autres, qu'il y a beaucoup plus de créatures qu'il a étudiées, mais c'est sans doute perdu un peu à tout jamais, parce que c'est que sur papier, et aujourd'hui le papier on sait bien ce que ça en fait. Donc voilà, le cabinet du docteur Spencer Black, c'est vraiment, ça peut même pas être qualifié de roman, c'est vraiment quelque chose, pas d'autobiographique, quand même un petit peu, parce qu'on a tout un côté biographique sur la vie du docteur Spencer Black et tout un côté scientifique sur ses recherches, sur ce qu'il a appris, sur les voyages qu'il a fait, comment il a récupéré les spécimens. C'est pas un roman, je sais pas comment on pourrait le qualifier. En tout cas voilà, si ça vous plaît, si vous aimez bien les choses un peu fantastiques, un peu étranges, moi j'ai bien aimé le lire, même si j'ai pas lu le côté de la vie du Dr Spencer Black, je me suis vraiment intéressée au codex, mais voilà, je vous le conseille, c'est vrai que je le connaissais pas, je suis tombée dessus aux Utopiales et je l'ai pris, j'ai vraiment bien aimé ma lecture, c'est rapide à faire, c'est plus pour apprécier, moi j'ai plus apprécié du coup la beauté des illustrations et des recherches, tout ça, du mystère qu'il y avait autour de ça, que l'histoire en elle-même. Donc voilà. On reste encore sur quelque chose de sombre avec ce troisième roman. Il s'agit de Tréfond de Tom Clearlake. Désolée pour le reflet, la couverture elle est pas super pour ça. Tom Clearlake, je vous en ai déjà parlé. J'ai lu L'essence des ténèbres. Donc, oui, L'essence des ténèbres. Donc c'était un roman, je vous avais dit, qui était très sombre pour moi. J'avais été un tout petit peu déçue parce que le côté surnaturel de l'histoire prenait plus le pas sur l'enquête. Mais du coup j'avais quand même bien aimé, voilà, j'avais bien aimé la plume de l'auteur, tout ça. J'avais bien aimé comment il avait enchaîné les éléments, comment il avait construit son histoire. Et il m'a proposé du coup Tréfond, qui est là 2 fois plus sombre. Il n'y a pas forcément de surnaturel, mais on joue un petit peu sur la frontière, on va dire, avec tout un côté où le satanisme est abordé, il y a des rites, tout ça, des gens pas super, voilà. Et du coup on aborde un peu ça dedans, mais c'est pas l'histoire principale. Donc dans Tréfond on va suivre en fait Lucas, qui est un jeune lieutenant qui voit en fait du jour au lendemain sa vie basculer. Il intervient sur un braquage il me semble, et son coéquipier est tué. Lui il tue une jeune fille avec voilà, en voulant riposter. Et il est mis à pied pendant 6 mois et voilà, son monde s'écroule, on le voit qu'il est au bout de sa vie quoi, vraiment, il va mal. Et il va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Tania. Elle ne sait pas d'où elle vient, il ne sait pas qui elle est. Il sait juste qu'elle a un étrange tatouage en fait sur son poignet, il me semble que c'est son poignet. Et ils vont passer leur nuit ensemble. Elle a des problèmes, sauf que dès que lui il mentionne sa carrière de policier, elle disparaît, il ne la revoit plus. Et le lendemain on découvre un corps sans tête, sans main, qui porte le même tatouage que Tania. Et du coup Lucas va devoir mener ses recherches pour découvrir si Tania est toujours en vie, où elle est, et essayer de la sauver. Tréfond, c'était vraiment, mais vraiment une lecture vraiment sombre pour le coup. Je pense que c'est l'un des romans les plus glauques que j'ai pu lire. Ce qui fait vraiment la force de cette histoire, c'est qu'on va plonger avec Lucas, donc on va plonger dans la noirceur de l'âme humaine. J'ai vraiment eu ce sentiment là où c'était une descente aux enfers. Lucas, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'était, voilà, c'est un policier. Pour moi, c'était le côté un peu angélique du début. Et plus il va essayer de découvrir ce qui est arrivé à Tania, plus il va devoir se brûler les ailes en fait. J'ai vraiment eu ce côté d'un ange qui était tombé du paradis et qui allait en enfer d'un point de vue de bien et de mal. Dans cette histoire, ce qui fait aussi sa force,
vraiment, c'est que il nous met en avant un aspect de la vie de tous les jours qu'on connaît pas forcément. C'est que Lucas va devoir plonger dans le dark web, plonger dans vraiment toutes les choses malsaines de l'être humain, dans les petites magouilles, les trafics, la prostitution, les sévices, vraiment des choses, mais on les voit pas tous les jours, ça c'est clair, mais quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des romans, que dans des films, parce que c'est beaucoup trop trash. Je sais pas si je peux utiliser ce terme, mais c'est ça, c'est beaucoup trop trash, beaucoup trop cru. Et là, il l'a fait fort parce qu'il nous... Non seulement il nous fait prendre conscience en fait de l'impact que cette découverte a sur Lucas, qui était un jeune policier qui avait rien à voir avec ce milieu, et qui va devoir du coup s'immiscer corps et âme dans cet univers sombre et malveillant. Et on a cette conscience, en fait, on est témoin de l'impact que ça a sur lui, que ça a sur son moral, que ça a sur son humanité. D'un point de vue écriture, l'histoire est très bien construite, l'intrigue parfait. Ce que j'aime aussi chez Tom Clerlech, c'est qu'on a un début de fil rouge au début de l'histoire et on le suit tout le long. En fait, il n'y a pas de ralentissement par rapport à des grandes descriptions avec des détails qui alourdissent l'histoire. C'est vraiment une écriture qui est très fluide, très facile à comprendre, qui va nous faciliter notre immersion en fait dans la lecture, dans l'histoire, dans ce qu'il se passe. Et ça j'aime beaucoup du point de vue de l'écriture au niveau de l'histoire. Ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après ça a son inconvénient parce que plus vous rentrez dans l'histoire rapidement et plus vous êtes confronté à toute l'horreur que Tom Clerlech veut nous montrer. Il y a tout un aspect religieux du roman que je n'ai pas fait, que je n'ai pas forcément pris trop en considération, parce que c'est vrai que on a ce côté où on découvre des rites sataniques, des gens qui tournent dans ce milieu-là, et on a tout un aspect aussi qui est très croyance, très spirituel dans le terme où moi j'ai vraiment eu la sensation où Lucas, quand il était dans un instant de faiblesse au début du roman, Tania c'était un peu la lueur d'espoir qui était censée lui faire sortir de cet état-là, cet état d'échéance dans lequel il était. Sauf que en fait c'est tout l'inverse. La femme qui devait forcément l'en sortir, c'est le contraire, elle va l'emmener encore plus dans les abysses, elle va l'emmener dans des choses encore plus sombres, il était déjà au bout du gouffre, mais là il va tomber encore plus bas. Et c'est vrai que c'était un peu particulier parce qu'on avait cet espoir qu'il allait s'en sortir, que voilà, il allait aller mieux, et en fait c'est tout le contraire. Par rapport au personnage, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que déjà tous les personnages avaient une vraie profondeur, ils étaient très travaillés, même ceux qui étaient on va dire de passage entre guillemets, ils avaient un peu leur importance, ils apportaient des petits détails, des petits clins d'œil à ce qui pouvait se passer par la suite. Mais il y a un point que j'ai beaucoup apprécié chez Lucas, c'est qu'on avait ce côté donc d'ange, de sauveur, d'héros, mais en même temps au fil de la lecture il prend un tout autre visage. C'est comme s'il avait déjà cette part d'ombre, cette part de noirceur en lui qui vient être révélée, et c'est limite naturel pour lui d'agir comme il a agi après dans l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avait ce côté de double visage, de héros et de anti-héros, de bien et de mal. On avait toujours cette opposition là dans le roman, que ce soit dans un personnage, que ce soit dans l'histoire, et c'est ça qui était très intéressant à découvrir. C'est vrai que je vais un peu calmer le jeu pour les thrillers sombres pour l'instant, parce que ça m'a mis un sacré coup, mais même si en fait l'auteur m'avait prévenu et j'ai pu y aller quand même assez à reculons, le seul inconvénient aussi de ce livre justement, c'est que même si vous voulez vous protéger de l'horreur l'horreur qu'il nous montre, vous pouvez pas, parce que plus vous vous intéressez à l'enquête, plus vous essayez de comprendre un peu les petites magouilles, les petits indices, essayez de suivre l'enquête en même temps que Lucas, plus vous vous investissez dans la lecture, plus vous êtes confronté à cette horreur, et plus vous pouvez être choqué et dégoûté. Il y a vraiment eu encore ce côté de dégoût que j'ai pu avoir donc dans l'essence des ténèbres, mais là c'était encore plus loin parce que c'était répugnant, faut le dire. Il y avait vraiment des passages répugnants. Ah, voilà, je préfère même plus y penser. En tout cas, très fond de Tom Clerlech, c'est une lecture à prendre avec des pincettes, ce n'est pas réservé aux âmes sensibles, donc si vous savez que vous avez le cœur suffisamment accroché, si vous en fichez un petit peu d'avoir la nausée pendant votre lecture, et que vous êtes habitué justement au roman très sombre, je vous le conseille parce que d'un point de vue
découverte, d'un point de vue prise de conscience d'une réalité qui n'est pas la nôtre. C'est vraiment une lecture très intéressante et même aussi d'un point de vue de l'histoire bien sûr. Mais c'est vraiment ce côté-là de noirceur, de découverte d'un univers très dark qui vaut vraiment la peine qu'on le lise. Bon, on met de côté tout le côté mal, tout le côté malsain, tout le côté vil, on va passer à quelque chose de plus gai. Le quatrième roman dont je vais vous parler, il s'agit de développement personnel, il s'agit de Wake Up de Christine Lewicki. Alors je suis actuellement en train de réaliser en fait les exercices qu'il y a dedans, c'est pour ça qu'il y a plein de post-it. Et donc Wake Up c'est voilà, ça a été écrit par une coach d'entreprise qui a fait ce livre pour ceux qui ont l'impression voilà, qu'ils ne mènent pas la vie qu'ils devraient mener. Donc c'est un roman de développement personnel, donc ce genre de roman en fait, à moins que vous ayez la volonté de les lire, que vous en ressentiez le besoin, voilà, je vous conseillerais pas d'aller vers eux quoi. Moi en ce moment j'ai envie de lire du développement personnel parce que j'en ressens le besoin dans ma vie, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin aussi voilà, de développer certaines capacités et c'est pour ça que je lis du développement personnel. Wake Up, ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein de petites astuces, plein d'exercices en fait pour arriver à certaines choses dans votre vie, dans plusieurs domaines et c'est ça qui était très intéressant. C'est aussi là par exemple les exercices que je suis en train de faire, par exemple prendre conscience de votre zone de génie parce que Wake Up ça nous apprend aussi à comment aussi sortir de notre zone de confort. Parce que ce qui se passe en fait, la zone de confort, vous avez certainement déjà entendu parler, la zone de confort c'est l'environnement dans lequel on se sent en sécurité, on se sent bien, où on n'en a pas envie d'en sortir, voilà. C'est cette zone où on fait rien en fait. C'est une zone qui est un peu, comment dire, qui n'est pas très productive pour nous-mêmes et on a différentes autres zones qui existent et parmi elles il y a la zone de génie. Et la zone de génie c'est une zone qui regroupe en fait toutes les activités dans lesquelles on va exceller dans tous les domaines. En fait des choses que on n'a pas forcément conscience, c'est des choses dans lesquelles on est très bon, très doué et donc ça nous permet aussi d'en prendre conscience qu'il y a des exercices à faire pour voilà, lister les choses, tout ça qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui pourrait aller dans cette zone de génie. Voilà, il y a plein d'autres zones aussi dont elle nous parle. Il y a plein d'autres choses qui peuvent nous aider donc à voilà, améliorer certaines capacités et améliorer certains points de vue de notre vie. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. Voilà, c'est un petit roman de développement personnel qui est très intéressant à lire. Elle a également écrit J'arrête de râler, je ne l'ai pas lu, je sais qu'on l'a à la maison. Je le lirai je pense parce que j'en ai peut-être un petit peu besoin. Mais voilà, Wake Up, si vous devez lire du développement personnel, c'est un roman que je vous conseille. Parce qu'il aborde avec une certaine légèreté ce côté de développer sa personnalité, développer son identité, ses capacités. Et c'est vrai que pour commencer du développement personnel, c'est peut-être pas mal de commencer avec Wake Up, je veux dire, de Christine Lewicki. Voilà, c'était un update lecture un petit peu particulier parce que c'est vrai que des romans graphiques, je vous en ai pas présenté. Je vous en ai jamais présenté il me semble. Je vais bientôt aussi lire Alice Madness Return, donc c'est l'art de... C'est le graphisme en fait du jeu vidéo, donc c'est tous les dessins qui ont été faits par rapport à ça, donc je vous en parlerai. Je pensais vous tourner une vidéo sur les sorties livresques du mois de juin, mais sans doute que ce sera le week-end prochain. Ou alors je vous la tourne la semaine prochaine, je sais pas. En tout cas c'est préparé. J'ai fait la liste de toutes les sorties qui m'intéressent. Il y en a pas mal, il y en a un paquet d'ailleurs. Je vais essayer de faire ça rapido. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton juste en dessous pour être prévenu de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.